C'est qui ? Qui ? C'est Kikina Studio. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Now I'm actually considering freezing my eggs. Freezing your eggs? Les femmes de 29 à 37 ans peuvent congeler leurs propres ovocytes. It took me 28 years to find one man that I want to spend my life with. If I have to wait another 28 years, then I'll be 56 before I can have a baby. La congélation d'ovocytes est-elle une conquête féministe ? Pourquoi fait-on des enfants plus tard ? Est-ce le fruit d'un désir ou d'une contrainte ? Je suis Rachel Flore-Pardo, bienvenue dans le podcast Les œufs au frigo, le podcast qui explore les nouveaux désirs de maternité, produit par Kikina Studio. La santé mentale n'est plus un non-sujet et aller voir un psy quelque chose de tabou. Anxiété, burn-out, dépression, la santé mentale s'est imposée comme une thématique centrale du débat public. Elle a même été érigée en grande cause nationale en 2024 et en 2025. Alors si maintenant c'est dans toutes nos conversations, dans les médias et même dans les discours politiques, il y a un lien dont qu'on fait encore trop peu peut-être, c'est celui qui pourrait exister entre santé mentale et fertilité. C'est vrai que les parcours de PMA sont souvent associés à des troubles anxieux et dépressifs, et faire congeler ces ovocytes peut être associé à une forme de deuil de l'idée que faire un enfant, ce serait forcément facile et naturel, qu'avant 30 ans, on rencontrerait quelqu'un, on s'aimerait et on ferait beaucoup d'enfants, comme dans les contes pour enfants, justement. Et si entre 29 et 37 ans, c'est 8 années pendant lesquelles toutes les femmes peuvent congeler leurs ovocytes, leur santé mentale ne dépendrait pas un peu des enjeux liés à leur fertilité, aux éventuelles difficultés à concevoir, à cette angoisse du temps qui passe et qui d'un seul coup semble s'accélérer. Comment est-ce qu'on peut en fait mieux gérer ces commentaires des autres, parfois maladroits, les « quand est-ce que tu t'y mets » ou les « arrête d'y penser, ça va te tomber dessus ». Est-ce que dans la quête amoureuse, ça aide d'avoir mis ses œufs au frigo ? Et aussi pour cette génération du désir, cette génération de toutes les libertés, comment est-ce qu'on peut faire le choix pour soi-même d'être mère ou de ne pas l'être ? Et quand on voulait l'être, comment est-ce qu'on accepte ? Comment est-ce qu'on fait ce deuil de l'enfant que l'on n'aura pas ? Loin de ne toucher qu'au corps, les enjeux de procréation médicalement assistée, de congélation d'ovocytes affectent la santé mentale de celles et ceux qui y ont recours. Ça peut aider à aller mieux, mais ça peut aussi être douloureux. Il y a évidemment la lourdeur des traitements, les piqûres, les échographies, les prises de sang, les ponctions, mais il y a aussi derrière ces montagnes russes émotionnelles, ces sentiments d'angoisse qui se mêlent à ce sentiment parfois très fort d'espoir que ça marche. Il y a aussi parfois des sentiments de honte, d'épuisement, d'isolement. Quand ça fonctionne, la joie, le soulagement et sûrement aussi le vertige. Et quand ça ne fonctionne pas, l'injustice, la colère, la tristesse aussi. Alors c'était impossible pour nous de parler de fertilité sans parler des enjeux de santé mentale qui entourent cette problématique. On a donc fait appel à une psychologue clinicienne qui depuis 15 ans accompagne des femmes et des hommes qui sont dans des parcours de PMA ou de congélation d'ovocytes. Rachel Trèves, bienvenue dans le podcast Les œufs au frigo, le podcast qui explore les désirs ou non-désirs de maternité. Et aujourd'hui on regarde si finalement on congèle pour se faire du bien ou pas. Rachel Trèves, j'avais une première question, que ce soit ces femmes seules ou parfois ces hommes que vous accompagnez, en quoi ça fait du bien, en quoi ça peut aider d'aller voir un psy, que ce soit lorsqu'on traverse un parcours de procréation médicalement assistée ou lorsque on congèle ses ovocytes ? Alors c'est une très bonne question. Aller voir un thérapeute, je pense, dans sa vie, quand on rencontre des difficultés, qu'il soit d'ordre sentimental, ouais, professionnel, amoureux, amical, ça a toujours des vertus de toute façon d'avoir un lieu comme une sorte de safe place où on peut parler sans jugement, sans gêne, je pense que c'est très précieux.
Mais d'autant plus quand on fait un parcours de PMA, quand on a des difficultés à avoir des enfants, quand on sait que son corps va être abîmé, quand on sait que son couple risque d'être aussi très impacté par ce parcours-là, je pense que c'est presque une évidence en fait, de ce besoin d'avoir ce lieu-là, cette écoute-là, comment réfléchir autrement, comment mettre de la distance aussi grâce aux mots en fait qu'on peut mettre, parce que c'est difficile de prendre le temps de se dire tiens, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça fait à mon corps, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. Donc je pense que c'est assez évident que rencontrer un thérapeute pendant ce parcours-là est extrêmement nécessaire. Mais donc ça peut être hyper utile, et en fait ces femmes, qu'elles soient dans des parcours de PMA ou qu'elles soient dans des parcours de congélation d'ovocytes, elles sont dans les mêmes services hospitaliers en réalité, mais quand elles viennent vous voir, elles ne sont pas exactement au même moment de leur vie. C'est quoi la différence que vous voyez entre les patientes qui pourraient être dans un parcours de procréation médicalement assistée et celles qui congèlent leurs ovocytes en vue d'un potentiel, peut-être un jour, parcours de procréation médicalement assistée? Vous l'avez très bien dit. En fait, la vraie différence des parcours, c'est que les femmes qui sont avec leur conjoint ou leur compagne dans des parcours de PMA, elles sont dans leur désir d'enfant actuel ou dans l'incapacité de le réaliser à ce moment-là. Alors que quand elles viennent congeler leurs ovocytes, elles ont peut-être un désir d'enfant, mais il n'est pas actuel et il ne va pas se réaliser maintenant. Donc c'est vraiment une question de temporalité qui est très différente. Donc elles sont pas au même moment de leur vie, et c'est d'autres questions, quoi. Je pense qu'elles sont prises avec l'urgence que ça fonctionne quand elles font un parcours de PMA. Est-ce que ma tentative va marcher? Est-ce que je tomberai enceinte au prochain cycle? Alors que quand elles viennent congeler leurs ovocytes, elles ont une vraie question de est-ce que je vais pouvoir préserver quelque chose? Est-ce que je vais avoir suffisamment d'ovocytes prélevés? Est-ce que je vais en congeler autant? Combien de tentatives je devrais faire pour avoir suffisamment d'ovocytes? Est-ce que je rencontrerai un partenaire pour pouvoir les utiliser? Est-ce que finalement je ferai une maternité solo? Tout d'un coup, il y a plein de questions qui s'y mêlent. La similitude de leur parcours, c'est le traitement, finalement. Elles vont chacune, qu'elles soient en PMA actuelle ou en congélation d'ovocytes, subir 2 semaines de prise de sang, d'échographie, de dosage hormonaux. Donc elles ont effectivement un parallèle de parcours, vivre la ponction, le bloc opératoire, la salle de réveil. Donc tout ça, oui, elles vivent la même chose, mais la finalité n'est pas la même. Oui, la finalité n'est pas la même. Et je vous écoutais à l'instant, et c'est vrai que ce qu'on lit, ce qu'on entend, et c'est vrai que je le vois autour de moi aussi, pour beaucoup de femmes qui décident de congeler leurs ovocytes, il y a aussi cette question, elles n'ont pas trouvé le bon partenaire, la personne avec qui elles aimeraient avoir un enfant. Et en fait, on se pose souvent cette question, est-ce que finalement, mettre les œufs au frigo, ça peut soulager cette quête amoureuse, ça peut soulager l'anxiété qui est attachée? Est-ce que vous voyez ça chez les personnes qui viennent vous voir? Ou pas d'ailleurs? En fait, il y a 2 choses différentes, parce que je pense que ce télescope, la question de congeler ses ovocytes et faire un bébé toute seule. Et même si c'est autorisé de congeler ses ovocytes à la fin de la vingtaine, la plupart des femmes le font un peu plus tard, en tout cas encore aujourd'hui. Et souvent, les médecins leur disent, vous savez, vous avez déjà 35 ans, est-ce que la réserve ovarienne n'est peut-être pas encore, est peut-être pas top, vous ne voulez pas vous lancer dans une procréation médicalement assistée seule. Donc ça ouvre finalement, je pense que parfois c'est pas très clair de est-ce que je congèle mes ovocytes en attendant le partenaire idéal pour faire cet enfant? Est-ce que je congèle ces ovocytes pour plus tard, je sais pas, peut-être que j'aurai envie d'un 2e enfant et j'aurai des difficultés, est-ce que pour reculer le temps de la maternité? Je pense qu'on n'est pas toujours très au clair au moment quand on le fait, de savoir pourquoi on le fait, avec qui on le fait, est-ce qu'on le fera, est-ce qu'on les utilisera. Je pense que certaines femmes ont l'illusion qu'elles les utiliseront jamais, un peu comme un espoir de se dire j'ai fait ça, c'est une garantie, mais l'histoire s'écrira autrement. Et puis surtout, on ne sait pas en fait ce que ça va devenir. Donc congeler au frigo, c'est particulier, parce que ça ne se décongèle pas toujours comme on l'espérait. Parfois on espère ne jamais les congeler, parfois on ne trouve pas la personne. Mais pour répondre à votre autre question sur l'urgence de la rencontre, effectivement, on peut sentir dans le discours des patientes un soulagement, une fois avoir fait cette congélation, de se dire « Ouf, j'ai plus cette urgence de rencontrer un homme tout de suite. Et je vais prendre le temps de le rencontrer et pas prendre un homme un peu par dépit. » Il y en a qui font des rencontres assez vite, effectivement, après avoir congelé et qui ont un bébé naturellement et qui n'utilisent pas leurs ovocytes. Mais il y en a d'autres pour qui ça ne les aide pas plus, finalement,
elles rencontrent quand même pas quelqu'un. Enfin, il faut pas leur mettre dans la tête, parce qu'après, on va avoir ces patientes, comme avec l'adoption, qui disaient, j'ai une amie, elle a eu l'agrément d'adoption, elle est tombée enceinte spontanément, de se dire, tiens, j'ai congelé mes ovocytes, je vais rencontrer quelqu'un, je vais être beaucoup plus détendue, je vais rencontrer quelqu'un. Dans ce que vous entendez dans l'intimité de votre cabinet médical, il y a quand même cette question, c'est quand même un questionnement qui est présent chez les femmes qui sont dans la trentaine, la question de quand est-ce que je vais avoir des enfants en fait ? Est-ce que j'en veux ? Et est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour le faire ? Et si je rencontre pas, est-ce que je dois congeler ou pas congeler ? Une fois que j'ai congelé, est-ce que je vais faire un enfant seul ou est-ce que j'attends ? Je crois que vous parlez parfois de frozen hope. Qu'est-ce que c'est ? Non, qui était un peu l'espoir congelé, mais cette phrase-là, je l'avais parce que moi, j'ai commencé avant que la congélation d'ovocytes de façon sociétale ou par convenance, appelons-la comme on veut, a été autorisée en France récemment. On congelait les ovocytes des femmes qui devaient subir une chimiothérapie et qui risquaient d'avoir leur fertilité altérée par les traitements de chimiothérapie. Donc on leur permettait de congeler leurs ovocytes, de faire leur traitement, et si elles avaient un désir d'enfant, de pouvoir utiliser ces ovocytes congelés. Et c'était ça le frozen hope, c'était pouvoir se dire j'ai un espoir que ce que j'ai pu congeler me permettra d'accéder à la parentalité, là où à cause de mon traitement je ne pourrais pas. Et finalement ça s'est un peu comme ça transféré aussi sur la question des femmes qui congèlent ces ovocytes-là, où elles ont un peu l'espoir que ce sont un peu des bébés congelés. Même si ça reste des ovocytes, le fantasme féminin autour de ce que ça peut représenter est très puissant quand on leur demande. Et on le voit dans les recherches quand on fait des questionnaires et quand on interviewe ces patientes-là, où on sent qu'il y a une vraie projection du désir d'enfant sur ces ovocytes, qu'il y a une sorte de garantie bébé. Et c'est un peu cet espoir-là où il faut faire très attention quand on parle de santé mentale, justement, à qu'est-ce qu'elles y mettent, à être très vigilante, à qu'elles ne se fassent pas dépasser par ce fantasme-là, et d'essayer de rester un peu terre à terre avec ces techniques, en fait. Et d'ailleurs, ces services médicaux dans lesquels on peut faire congeler ces ovocytes s'appellent souvent services de préservation de la fertilité. Et quand on se parlait pour préparer cette rencontre, cette interview, vous m'aviez dit que c'était pas un terme que vous trouviez forcément adapté, préservation de la fertilité. Je le trouve pas adapté. On en a déjà parlé en staff avec les collègues médecins, biologistes et sages-femmes pour dire mais faites attention. Enfin moi c'est peut-être mon rôle de faire attention aux mots, mais quand on dit préserver, il y a quand même beaucoup cet imaginaire de garantie et on n'offre absolument pas une garantie aux patientes. Et je trouve que appelons ça peut-être simplement congélation d'ovocytes, ce qui est peut-être plus juste, mais préservation de fertilité, je suis pas sûre qu'on préserve de façon sécure et certaine leur fertilité. On augmente ses chances, en fait, d'avoir un parcours de PMA qui fonctionnerait peut-être mieux plus tard, mais il n'y a pas de garantie. C'est un peu ça l'idée. Je pense que c'est ça qui est assez juste. C'est que peut-être que c'est mieux de congeler maintenant si on le fait plus tard, mais c'est pas parce que c'est mieux que c'est sûr. Que c'est sûr, ouais. C'est vrai que ça peut être difficile à accepter, difficile à entendre, surtout quand on sait que c'est congeler ses ovocytes, ça n'a pas aucune implication sur le corps, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu lourd physiquement, mais psychologiquement aussi. Elles vous disent quoi, les femmes qui viennent vous voir, c'est quoi, de quoi elles vous parlent? Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont prises entre deux questionnements pour elles, c'est-à-dire je ne suis pas malade, je n'ai pas de désir d'enfant actuel, je n'ai pas de partenaire, mais je dois subir des traitements, comme vous dites très justement, lourds, voire très lourds. Et parfois, on leur dit même, si on veut un peu être sûr, il faut plusieurs ponctions. Ouais. Et donc là, parfois, elles disent, mais ça a déjà été très lourd cette ponction, elles en font une deuxième, on leur dit, il y en a que 8 là, pour l'instant, franchement, réfléchissez-y, prenez un peu de temps, mais ce serait bien de faire une troisième. Et là, on les voit un peu décontenancées entre leur devoir et l'injonction médicale du succès, le fait qu'elles ont déjà fait beaucoup, le fait que ça leur a fait mal, qu'elles ont été déçues, en plus, de n'avoir que 8 ovocytes. Et elles tombent aussi un peu parfois dans cette tristesse-là qui n'aurait pas eu lieu finalement si elles n'avaient pas fait ce parcours-là. Et on entend aussi quelque chose d'intéressant, en tout cas, parfois elles me disent « c'est drôle le fait d'avoir été dans ce service-là, d'avoir fait toute la stimulation comme si je faisais cette PMA-là ». Le fait d'avoir eu ces échographies vaginales, de voir mon intérieur, ce qui est intéressant, elles disent, je le vois à l'échographie, j'ai découvert, je ne savais pas que j'avais des follicules, qu'est-ce qu'était un follicule, même toute l'anatomie féminine est peu connue par les femmes, hein. Oui, donc c'est vrai. Elles découvrent quelque chose, elles me disent, toutes, c'est drôle, je crois que j'aurais eu envie de continuer ce parcours et de faire mon enfant maintenant, que ça a déclenché comme ça, ouais. Peut-être par la voie symbolique du lieu et de la stimulation ovarienne et tout ça,
de faire advenir en elle finalement ce désir d'enfant. C'est ce que j'ai entendu. Vous avez fait vous-même il y a quelques années un podcast qui s'appelle Parcours avec Slate. Et j'ai entendu dans ce podcast une de vos patientes le dire justement ça, que ça avait réveillé chez elle, congeler ses ovocytes, son désir présent de maternité. C'est courant en réalité ? Je crois que c'est courant que ça déclenche quelque chose. Je ne sais pas si c'est courant que ça enclenche quelque chose dans l'agir et dans le faire, mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des patientes qui finalement, à la faveur de cette congélation et peut-être des résultats pas forcément très optimums, m'ont dit je me lance. Et elles se sont lancées dans des parcours, elles ont fait des parcours avec un donneur de sperme et pour faire une maternité finalement en solo, en se disant finalement en fait qu'est-ce que je retarde là ? En fait j'en ai envie maintenant et est-ce que je vais vraiment retarder en congelant pour trouver quelqu'un ? Est-ce que j'ai pas juste envie d'avoir un enfant et je me lance ? Vous trouvez qu'il y a encore un tabou qui est quand même attaché à ces méthodes-là ? Est-ce que parfois il y a un sentiment de honte, en fait, chez les personnes qui se confient à vous ? Alors, on ne peut pas tout... Je ne sais pas si dans votre question, il y a et à la fois le parcours PMA et le parcours de congélation. Ce qui est... Je pense que les femmes qui congèlent, elles n'ont pas honte de faire de la congélation, mais ça questionne peut-être aussi, est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je devrais le faire ? Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas trouvé quelqu'un ? Donc parfois, est-ce qu'elle le lie toujours au fait j'ai toujours pas un partenaire de vie, donc je me sens un peu honteuse vis-à-vis de ça. J'en ai marre d'être au dîner de famille et j'ai envie qu'on me lâche la grappe en disant c'est bon, j'ai congelé, arrêtez de m'embêter en me demandant si j'ai rencontré quelqu'un. Et la question de la honte dans le parcours de PMA, en fait, la question de la honte, elle est dans l'infertilité. Elle est dans le fait qu'on n'y arrive pas tous les deux à faire ce bébé. Ouais. Et j'ose pas le dire, et j'ose pas dire que j'ai peur, et j'ose pas dire que je doute, et j'ose pas dire que cette honte-là, on l'entend beaucoup, et elle est très normale. Après, c'est douloureux, et c'est triste, effectivement, d'avoir ce sentiment-là, mais il existe, c'est sûr. Et comment on dépasse ce sentiment ? Comment on va mieux malgré la honte, des difficultés ? Ouais, mais je pense que la honte, elle paralyse pas. Elle pénalise parce que c'est lourd à porter, mais elle paralyse pas dans le parcours. Je pense qu'il faut parfois en faire une force. Déjà, plus on en parle, plus on trouve des alliances. Alors l'alliance thérapeutique avec son médecin, l'alliance thérapeutique avec son thérapeute pour se confier. Et justement, là, une fois qu'on en parle, c'est pour ça quand vous me dites ça sert à quoi d'aller voir une psy, c'est parfois on le dépose en fait quelque part. On dépose la honte, on met des mots dessus et ça permet vraiment de beaucoup mieux le vivre. Et parfois, quand on est aussi avec son... Je pense qu'il faut faire on parle de partenaire de vie, mais en fait, il faut faire des partenariats avec les gens pour tenir, en fait, face à l'adversité, la honte, la peur, l'injustice, tous ces sentiments-là qui sont très violents dans ces parcours-là. Mais plus on est unis avec plein d'outils, plus le parcours se passe le mieux possible. Et si on regarde du côté plus spécifiquement de la congélation d'ovocytes, il arrive que ce soit des femmes seules, des femmes célibataires qui se lancent dans ces projets. Est-ce qu'elles trouvent des alliés ? Qui sont leurs soutiens dans ce que vous voyez ? Dans ce que je vois de plus en plus, et c'est avec toutes les avancées technologiques, les blogs, les podcasts, en fait ça c'est très salvateur. Je pense qu'elles trouvent des ressources dans les réseaux de femmes, les réseaux partenaires un peu comme on pourrait les appeler, ou dans les associations. Alors il y a les associations de mamans solo, il y a les associations de... Elles témoignent. Et en fait, écouter les autres témoignages des femmes, lire d'autres témoignages des femmes, je pense les encourage à ne pas être seules, en fait, elles se sentent. Donc c'est ça un peu quand elles trouvent du soutien aussi, c'est à travers les femmes qui vivent les mêmes choses. Il y a une forme de vraie solidarité entre femmes, en fait. Ouais. Mais on le voit un peu dans ces services hospitaliers, il y a beaucoup de femmes, c'est des femmes qui sont là pour, que ce soit la PMA ou que ce soit la congélation d'ovocytes, quand on va faire sa ponction dans la salle d'attente, il y a que des femmes, parfois elles sont accompagnées, mais elles s'échangent leur numéro de téléphone. Moi j'ai des patients qui me disent, j'ai rencontré une femme en salle d'attente, c'est devenu mon amie, en salle de réveil, on attendait toutes les deux nos résultats de la ponction, et du coup on s'est parlé en attendant, et oui, je pense qu'elles en ont énormément besoin, et les hommes aussi d'ailleurs ont besoin d'être soutenus dans ces parcours-là. Il n'y a pas que les femmes. Il n'y a pas que les femmes, c'est vrai. Mais ce moment en salle de réveil, justement, je trouve que c'est un moment marquant, parce que c'est un moment où en fait, on entend un chiffre, on entend un nombre qui va être attaché à notre capacité de fertilité, parfois être attaché à nos rêves d'avoir un jour un enfant, et quand ce nombre est trop faible, quand ce chiffre est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, ça peut être une vraie souffrance, surtout qu'on entend aussi combien nos voisines de chambres de réveil ont congé d'ovocytes, qu'on pense qu'on a en tête le nombre d'ovocytes congelés par nos amis. Est-ce que cette comparaison est inévitable ?
Oui, je pense qu'être dans une salle et que quelqu'un arrive en donnant des notes, c'est une comparaison qui est un peu inévitable, qui fait penser à celle du prof qui rendait les copies. Oui, ça ressemble un peu à ça. Et on se dit, mince, quelle note j'ai eue, et j'y suis pour rien en plus. J'ai fait ma simulation le mieux possible, j'ai été sage, je suis allée chez l'échographe à 7h du matin tous les jours. Donc il y a quelque chose qui rend triste en disant, oh là là, j'ai que 8 ovocytes. Moi, je pense qu'il faut faire hyper attention avec cette histoire de nombre. Je pense que les médecins et la médecine doivent être bien vigilantes avec ces promesses. Que ça nous est quand même beaucoup arrivé de voir que 15 ovocytes congelés à la décongélation ne survivaient pas, que quand il y en avait que 3, ils sont tous très bien tenus, ils ont bien fécondé, ils ont donné des beaux embryons. Donc je pense qu'il faut prendre avec parcimonie toutes ces histoires de chiffres, de statistiques. Les statistiques, ça fait très peur. Et on voit que les patients s'y accrochent beaucoup, mais je pense qu'il faut les lire avec beaucoup de distance et de vigilance. Il y a quelque chose qui se passe quand même dans ces années-là, qui sont peut-être des années charnières, la trentaine, ce moment où en fait les femmes réalisent, avant les hommes, qu'elles n'ont pas toute la vie pour faire des enfants. Et ça peut être très angoissant, de fait de se dire en fait on n'a plus tout le temps qu'on voudrait. Comment on peut mieux vivre ce moment-là ? Est-ce qu'on peut mieux le vivre déjà ? Non, même quand je vous écoute dire ça, je me dis heureusement qu'on n'a pas toute la vie pour faire des enfants, parce que je pense que la vie, elle est faite de plein d'étapes, et il y a des moments où c'est plus le moment de faire des enfants, ou c'est pas le moment de faire des enfants. Je pense que l'horloge biologique, elle était peut-être aussi assez chouette de se dire que finalement, entre 20 et 40 ans, c'est des moments où son corps, son esprit, sa force, sa vitalité, son désir est extrêmement présent. C'est vrai qu'on est un peu différent qu'il y a 20 ou 40 ans à 30 ans aujourd'hui, que nos désirs féminins ont évolué, c'est certain, et que peut-être que gagner un peu de temps, c'est intéressant, bénéfique pour les femmes, mais j'irai pas jusqu'au sentiment d'éternité. Je trouverais ça, peut-être que c'est un peu réac de dire ça, mais je trouverais ça peut-être un peu triste qu'on soit toute maman à 60 ans. Je ne sais pas si c'est vraiment un objectif. Je trouve que la science, elle doit peut-être pas nous amener jusque-là, que parce qu'on a nos œufs au frigo, on pourrait être mère éternellement, parce qu'effectivement, l'utérus n'a pas d'âge et qu'on peut transférer des embryons très très tardivement dans l'âge féminin, mais je ne crois pas être pour ça. Effectivement, les hommes, on a vu De Niro qui vient d'être père à 40 ans, à 80 ans, Al Pacino aussi. Je ne sais pas si je nous souhaite ça pour les femmes. Et justement, est-ce que moi j'ai le sentiment quand même que avec du coup cette angoisse du temps qui passe, cette conscience peut-être plus vive du fait qu'il va falloir peut-être avoir un enfant bientôt, j'ai l'impression que quand même une bonne partie de la charge mentale, des angoisses liées aux difficultés de fertilité est davantage portée par les femmes que par les hommes. Mais dans votre cabinet, vous recevez aussi des hommes, ça les angoisse aussi peut-être différemment ? Non, mais c'est très juste. Effectivement, les hommes, ils n'ont pas cette urgence et ils connaissent en plus pas tant bien que ça l'horloge biologique féminine. Ils s'y intéressent pas tant que ça. Je pense qu'il y a aussi l'illusion un peu que on est plus fertile quand on est ménopausé, donc c'est très très tard un peu. Mais c'est pas la fertilité, la ménopause, c'est des choses très différentes. On peut ne pas du tout être ménopausé, mais ne plus être fertile. Et je pense que ça vaudrait le coup que les hommes soient plus familiers finalement avec ces questions de fertilité pour peut-être s'ajuster plus vers les femmes et à cette temporalité et à la fois du désir féminin de maternité et à la fois de la réalité biologique, que la société s'empare de cette question de la temporalité et que les femmes congèlent pour que tout le monde patiente un peu. Et par contre, dans votre question, il y a des hommes qui ont très envie d'avoir des enfants à 30 ans et qui sont très peinés par le fait de ne pas y arriver. Et ça arrive, pas tout le temps, mais que les hommes soient en avance sur leur désir de parentalité que les femmes. Il y en a quand même. Ouais. Et est-ce qu'il y a un risque, justement, face à ces temporalités différentes entre les femmes et les hommes, qu'en fait, d'une liberté, d'un droit de congeler ces ovocytes, on bascule vers une forme d'injonction ? Est-ce que c'est un danger que vous voyez parfois émerger quand on vous raconte des histoires dans les intimités des couples qui se posent la question de la congélation d'ovocytes ? Est-ce que ça peut émerger comme finalement une demande un peu pressante du partenaire, surtout lorsqu'il est masculin ? Ouais, quand je vous entends dire ça, la semaine dernière, j'ai reçu une patiente au cabinet qui arrive assez énervée en me disant « Non mais Madame Trèves, j'y crois pas. J'étais à un date Tinder hier soir, mais vous savez ce qu'il m'a demandé ?» J'étais là, j'attendais, je dis
non. Il m'a demandé si j'avais congelé mes ovocytes. Non. Et c'était mon premier date. Et du coup, je me suis dit, on en est là, quoi. On en est là. On en a un moment, finalement, où les hommes sont au courant que ça existe. Et c'est quoi notre prochaine étape des femmes? C'est-à-dire qu'on coche des cases, on a le permis B, on a congelé nos ovocytes. C'est quand même... je sais pas si c'est inquiétant, mais ça questionne. Et donc, en fait, il faut rester vigilant. C'est pour ça que... on va devenir... Ça part d'une bonne intention de congeler les ovocytes, une offre sociétale intéressante, mais il faut faire attention qu'elle ne se retourne pas aussi contre les femmes et cette temporalité nécessaire dans ce désir de parentalité, en tout cas. Et je vais vous lire juste un extrait d'un livre qui a été écrit par la psychiatre Muriel Fly-Trèves. Ce livre s'appelle « Pourquoi viens-tu si tard ?» et elle écrit dedans, mais c'est un peu ce qu'on se dit là, elle écrit dedans: les femmes d'aujourd'hui sont-elles plus émancipées, plus libres dans leur tête que ne l'étaient leurs mères et leurs grands-mères? Incontestablement, même si de cette liberté découlent des contraintes auxquelles elles ne s'attendaient pas forcément. Donc de cette liberté, il peut y avoir de nouvelles contraintes en fait. Non, il faut être vigilant. Ouais, mais c'est surtout est-ce qu'une fois qu'on a congelé ces ovocytes, on n'est pas parfois prise au piège sur le devoir de les utiliser, déjà? Est-ce qu'on aura l'autorisation de se dire, je les ai congelés, est-ce que j'ai le droit de quand même pas avoir d'enfant? Est-ce que je serais obligée de quand même essayer? Et si même en essayant j'échoue, je pense que ça ouvre des questions déjà sur cette utilisation-là. Est-ce que parce que maintenant les femmes peuvent congeler, elles doivent le faire? Un peu le fameux, alors quand est-ce que tu t'y mets pour avoir des enfants? Ça sera, alors t'as congelé? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant avec ces offres-là. Et oui, qu'est-ce qu'on va attendre encore plus? Est-ce que ça ne va pas mettre une injonction supplémentaire au devoir de charge mentale féminine d'y penser aussi? Mais je comprends pas. Il y en a des patientes qui me disent, mais je regrette, parce que c'était pas permis en France légalement, mais il y avait certaines femmes qui s'autorisaient à partir en Espagne, en Belgique, aux États-Unis pour congeler leurs ovocytes, qui avaient déjà entendu parler de ça et qui le faisaient. Et il y en a qui disent, mais maintenant que je l'ai fait, est-ce que j'ai le droit de ne pas les utiliser? Et elles sont confrontées de nouveau à une incapacité de savoir quoi faire, prise un peu au piège avec ça. Alors, on n'a pas tellement de recul nécessaire en France sur est-ce qu'on les utilise ou est-ce qu'on les utilise pas. Mais en effet, on a l'exemple espagnol, alors qu'il y a un exemple différent parce que là-bas c'est payant. En France, c'est pris en charge intégralement. En Espagne, c'est autour de 10% d'ovocytes qui sont effectivement utilisés. On va voir ce que ça donne en France. On le verra dans quelques années seulement parce que les femmes qui ont congelé leurs ovocytes ont jusqu'à 45 ans pour les utiliser en France. Donc, ce n'est plus possible après. Et en fait, donc, c'est seulement dans quelques années qu'on va savoir si en France, ces ovocytes sont utilisés ou si finalement, ils ont été réalisés, congelés pour soit ne jamais être utilisé par personne, soit pour parfois être donné à d'autres. Exactement. Et d'ailleurs, je vous rappelle que notre gouvernement français avait, avant d'autoriser les femmes à congeler pour elles-mêmes, donné une condition sine qua non qui était vous pouvez congeler vos ovocytes pour vous, mais vous donnez la moitié ou une ponction pour le don. Donc c'était quand même très très étrange que le gouvernement français ait fait quand même cette condition quand même assez aberrante. Donc effectivement, ça questionne de comment les femmes vont utiliser leurs ovocytes qu'elles ne vont pas utiliser. Est-ce qu'elles vont les détruire? Est-ce qu'elles vont les donner à la recherche? Est-ce qu'elles vont les donner au don? Ça, il faudra attendre quelques années. Et sur le don, quand on fait un don, on est obligé de voir un psy. Pourquoi? Alors, moi je parle de la France. Ouais, en France, oui. En France, dans le système de soins, donc ce sont les SECOS qui s'occupent de ça au sein des hôpitaux français, qui sont les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme, et où sont reçus les donneurs et les donneuses d'ovocytes. Et effectivement, il y a un entretien, alors obligatoire, quand je sens dans votre ton que c'est un peu sévère, mais finalement, je pense que c'est une vraie offre qu'on fait aux patients qui vont donner leurs ovocytes, de pouvoir s'entretenir avec un thérapeute sur le pourquoi de cette démarche.
Qu'est-ce que ça leur fait? Pourquoi ils le font? Quelles intentions ils ont? Et c'est vraiment un échange un peu comme on fait aujourd'hui pour savoir un peu qui sont ces donneurs et quelles sont leurs intentions. Et surtout que aussi les lois bioéthiques ont changé sur la question de l'anonymat des donneurs qui était jusque-là totalement anonyme. Et maintenant, ça a été ouvert et les enfants issus des dons pourront à leur majorité, s'ils le souhaitent, demander qui était leur donneur ou leur donneuse. Donc bon, il y a quand même une responsabilité, je trouve aussi, sur ces rencontres-là. Ouais, et en fait, il y a plein de schémas qui sont possibles en réalité. Donc, en effet, ça peut finir par être un don. On peut le faire congeler ses ovocytes quand on est en couple avec un homme, quand on est célibataire, mais aussi quand on est en couple avec une femme. Et quand c'est des couples de femmes, est-ce que vous voyez comment la partenaire trouve sa place dans ces parcours-là? La partenaire dans les couples de femmes, je pense qu'elles trouvent très bien leur place. C'est pas genré comme il y a un qui fait plus l'homme, un qui fait plus la femme. Je pense qu'elles sont très, très semblables et hyper organisées. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que les partenaires femmes qui ne portent pas l'enfant sont très, très, très investis. Très investis dans les horaires des rendez-vous, les lieux, les prises de... Ouais, les prises de rendez-vous, je les trouve tout autant investies que leurs femmes. J'ai pas l'impression qu'elles peinent à trouver leur place. Là, peut-être qu'on est plus libre qu'on n'a jamais été. Peut-être qu'on a plus le choix qu'on n'en a jamais eu. Et comment, en fait, on est un peu... Enfin, je lisais quelque part qu'on était la génération du désir. On est aussi un peu cette génération de la liberté. Alors, on est un peu plus libre que nos mères et nos grands-mères de choisir d'avoir un enfant ou non, même si ça reste très tabou, difficilement perçu dans la société, une femme qui n'a pas d'enfant. Néanmoins, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous voir et qui ne savent pas, en fait, si elles veulent un enfant ou pas? Tout à fait. Je pense que le désir d'enfant, il est quand même pris de la question de l'ambivalence. On en a très envie, mais pas tout le temps, et peut-être pas pour toujours, et peut-être pas maintenant. Et il y en a qui savent pas trop. Si elles savent pas trop aujourd'hui, elles ont peur de regretter de pas le faire. Elles me disent, mais si un matin je me réveille et que je me dis, mince, j'aurais dû avoir un enfant, pourquoi je ne l'ai pas fait? Et ça me fait penser aussi... au très beau livre de Muriel Flistreff sur Pourquoi viens-tu si tard, qui est un titre vraiment très parlant et qu'on entend comme ça dans nos échanges avec les patients qui disent mais je ne sais pas pourquoi, je vais avoir 43 ans et c'est la première fois que j'ai l'impression que je désire avoir un bébé. Et que ça vient comme ça un peu sur le tard, que c'est peut-être qu'il n'y a pas eu le moment, peut-être qu'il n'y a pas eu la rencontre, peut-être qu'il n'y a pas eu l'autorisation aussi parfois. Peut-être que c'est à la faveur de la perte d'un membre de la famille qui a réveillé ce désir de transmission, d'envie. Toutes les histoires sont différentes. Mais effectivement, il y a des femmes qui disent qu'elles ne le savent pas vraiment si elles en ont vraiment envie et pour qui elles le font. Il y a une façon de s'aider à faire ce choix où chaque chemin, j'imagine, est tellement intime. Non, mais dans ce que vous dites, je me dis qu'on se pose peu la question, effectivement, peut-être du renoncement. Peut-être qu'à force d'avoir toutes ces techniques médicales de congeler ses ovocytes, on a l'impression qu'on peut tout faire et à n'importe quel moment, et qu'en fait c'est pas vrai. On ne peut pas tout faire et à n'importe quel moment, et surtout pas à n'importe quel prix, et qu'on peut aussi parfois, j'ai l'impression qu'on n'a plus l'espace de se dire et si j'en avais pas, et si j'arrêtais ce parcours PMA qui est vraiment trop long, trop douloureux, et si c'était ainsi, et comment je pourrais faire autrement. J'ai l'impression que toutes ces techniques médicales qui ne cessent d'être de plus en plus perfectionnées, où il y avait les inséminations, les fécondations in vitro, le don, la gestation pour autrui, bientôt l'utérus artificiel, la greffe d'utérus. On ne s'arrête pas de proposer de faire des offres par la médecine, mais qu'elles ne sont pas toujours à prendre en fait. Et que le fait d'avoir ces offres, j'ai l'impression que parfois les femmes et les patientes sont tiraillées dans est-ce que j'ai le droit de refuser ? Mais en fait, ça s'attache à cette question, mais ça pourrait s'attacher à tellement de domaines de la vie. C'est face à tout ce qu'on nous propose, face à tout ce bruit extérieur, comment est-ce qu'on se connecte à soi et est-ce qu'on veut vraiment nous-mêmes? Comment est-ce qu'on arrive à faire ce chemin-là? J'imagine que quand les gens vont voir des psychologues, c'est aussi ce qu'ils recherchent, c'est se reconnecter à eux-mêmes, choisir pour eux d'une certaine façon.
Ben, c'est très juste, mais c'est un travail assez difficile de penser que pour soi, à travers soi, de ne pas être pris dans le désir des autres, de son partenaire, de la société, de ses parents. Et c'est une tâche très très compliquée et parfois on ne sait même plus pourquoi on le fait et si on devrait le faire. Et donc c'est absolument pas simple comme question. Et quand des personnes se posent la question de l'enfant seul, jusqu'au moment, parce qu'aujourd'hui c'est possible, voilà, une femme peut faire un enfant seul. Alors avant, on pouvait se retrouver maman solo, mais c'était plus parce que l'enfant n'était pas reconnu. Là, on peut soi-même décider de initier un parcours pour être maman solo. Et d'ailleurs, est-ce que ces femmes sont vraiment des mamans solo? Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, peut-être, qui les condamne à une forme de solitude dans ce terme, alors qu'on peut être, faire un enfant soi-même et en même temps être très entouré par un cercle familial, un cercle amical. On peut faire famille différemment, mais par quel chemin passent les femmes qui finalement prennent cette décision? Donc, c'est très juste, et on revient à la question de la justesse et le choix des mots dans ces techniques-là. Maman solo, je pense que ça n'existe pas. Elles peuvent que bien faire ce parcours-là si elles sont équipées et armées de plein de petites personnes qui vont graviter autour d'elles. Donc c'est tout sauf un parcours de maternité solo. Donc c'est très juste ce que vous dites. Et votre question, c'est comment elles peuvent être... En fait, par quel chemin elles passent pour arriver jusqu'au moment où elles se disent « ça y est, je vais me lancer, je vais le faire ». Non, mais je pense qu'on ne peut pas faire de trajectoire linéaire pour tout le monde. Sûr. C'est vraiment tellement au cas par cas. C'est vrai que la plupart, et peut-être que ça changera, mais je peux le témoigner ici, que la plupart, elles m'ont dit, toutes, je viens vous voir et je me lance dans ce parcours-là, mais j'ai longtemps espéré faire famille avec un homme ou un partenaire au départ. Qu'elles n'y vont pas, elles n'ont pas le drapeau de vivre la maternité solo, j'ai pas besoin d'homme pour être maman, j'ai pas besoin d'homme pour faire famille. C'est pas vrai. Elles auraient quand même quasiment toutes préféré être accompagnées et désirer à deux cet enfant, mais elles se sont dit, j'arrive à un moment de ma vie, à un âge de ma vie, où si je le fais pas maintenant, j'aurai pas d'enfant, et je vais me lancer là-dedans pour assouvir ce désir et tenter cette vie-là. Et est-ce qu'il y a cette angoisse aussi, parce qu'on avait vu au moment du mariage pour tous, beaucoup de gens dire « non mais ça sera pas bon pour les enfants qu'ils aient pas un papa, une maman ». Est-ce que là encore, il n'y a pas un travail à faire pour rassurer sur la santé mentale des enfants qui seraient nés de ces parcours-là? Alors moi, souvent, quand j'entends ça, je me dis que avant tout ça, avant toutes ces questions, depuis des années et des éternités, il y a des enfants qui vont très mal, des familles qui vont très mal, des services d'ados en pédopsychiatrie qui explosent, qui ont leurs deux parents, un papa et une maman, et qui vont pas du tout bien. Donc je ne sais pas pourquoi tout d'un coup ça changerait les choses. Je pense que non, on peut avoir deux papas, deux mamans, une maman seule et être très équilibré. Donc, en tout cas, moi, je ne fais pas ce constat-là. Et quand on n'est pas prêt à emprunter cette voie-là, en fait, quand on veut un enfant et qu'on n'a pas le partenaire ou quand on n'y arrive pas, comment, en fait, est-ce qu'on doit se réjouir du bonheur des autres? Alors, absolument pas. On ne doit absolument pas se réjouir du bonheur des autres. Je pense que c'est tellement douloureux de ne pas réussir à faire son enfant, à être dans des parcours comme ça, que retrouver les ressources nécessaires, d'avoir de la joie pour ceux qui réussissent, non. Donc souvent, je dis aux patientes, mais autorisez-vous à même trouver ça très triste et de ne pas vouloir aller au dîner de famille pour ne pas croiser votre cousine qui est archi enceinte et avec qui ça va vous faire beaucoup de peine, qu'elle se sente libre de ressentir tout ça. Par contre, après, ce qui est un peu compliqué, c'est de s'isoler, quoi. C'est de plus réussir à Vous le voyez, sortir. Ouais, pas mal. Pas mal, je trouve que ces parcours-là, ils isolent, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur d'être confrontées au bonheur des autres. Pas tous. Il y en a qui arrivent, hein. Il y en a qui disent, ça me fait du bien, moi, d'aller voir mon neveu ou ma nièce. Donc, c'est, encore une fois, on peut pas du tout faire des conclusions fermées.
Mais je pense qu'il faut qu'elles acceptent de vivre cette période où non, c'est pas grave qu'on ne soit pas content pour les autres. Et comment on accepte cette injustice, en fait, ce sentiment d'injustice de ne pas réussir à avoir ce que les autres ont? Déjà, peut-être qu'on peut ne pas que se focaliser là-dessus. Ouais, on n'est pas que ça, en fait. Parce que souvent, je leur dis, mais attendez, ok, vous n'avez pas ce bébé, et bien sûr, c'est extrêmement triste, et puis ça rend... Oui, on peut trouver ça assez injuste, mais on peut aussi un peu lever le zoom de la caméra et se dire, qu'est-ce que j'ai, et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux transformer des choses qui sont peut-être trop douloureuses. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer et ne voir que ça. Et puis on le fait souvent. Souvent, les patients, dans ces moments-là, elles ne voient plus. Et moi, je les vois, les patientes qui ont mis 10 ans et qui après sont dans la rue en train de pousser leurs poussettes. Personne s'imagine qu'elles ont mis 10 ans à avoir ce bébé. Et du coup, l'autre regarde en disant « Oh là là, c'est injuste. » On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des autres. Donc moi, je dis souvent, gardez votre énergie pour vous. Et regarder les autres et voir ce qu'ils ont, parfois, ça c'est de l'espace perdu pour cette énergie-là dont elles ont, qui est vraiment nécessaire pour elles, quoi. Ouais. Et les autres, justement, parfois, ils s'en mêlent quand on leur a rien demandé, dans les dîners de famille, justement. Et parfois, ces commentaires maladroits, déplacés, les alors, quand est-ce que tu t'y mets? C'est pour quand? Ou quoi? T'es toujours célibataire? Ou en fait, si t'y arrives pas, c'est parce que t'y penses trop, donc ça vient de toi, arrête d'y penser, ça va te tomber dessus. Enfin, comment on gère ces commentaires? Je pense qu'il faut avoir énormément d'humour et trouver... Moi, parfois, je travaille avec mes patients sur les réponses qu'on peut trouver. Sur le merci de me faire penser à ça. J'avais pas du tout pensé à compter les mésocytes. Très, très bonne idée. Je vais prendre rendez-vous. De trouver un peu les ressources humoristiques, parce que c'est vrai que c'est tellement absurde de recevoir. Vous avez un autre exemple à nous donner? Non, peut-être que je vais le retrouver avant la fin de l'interview, mais souvent, c'est quand même dingue oui, si, ce qu'on entend beaucoup en parcours PMA, mais arrêtera d'y penser, arrête d'y penser, ça va venir tout seul. Et qu'on se dit, mais comment ils peuvent imaginer qu'on est en parcours PMA et qu'on peut ne pas y penser? C'est-à-dire qu'on nous demande, les médecins en permanence, de bien faire son injection, de bien venir au rendez-vous, de bien avoir l'ordonnance. Donc en fait, les gens qui sont capables de dire ces phrases-là n'ont jamais marché sur les pas de la PMA, c'est une évidence. Je pense qu'il faut leur pardonner, je pense que l'entourage est hyper maladroit, mais c'est jamais, jamais malveillant. Ils savent pas quoi dire, ils savent pas comment soutenir. Donc moi, j'essaie aussi de dire aux patients, mais essayez de leur dire vous, là où vous les attendez, et essayez de leur demander ce que vous avez besoin. Parce qu'en fait, on peut pas vraiment deviner. Il y en a qui veulent que du silence et pas de questions. Il y en a d'autres qui sont hyper tristes en disant « je comprends pas, ma mère savait que j'avais la ponction ce matin, j'ai pas de texto ». D'autres qui se sentent hyper... malmenés quand ils ont trop de questions. Donc en fait, chacun est très différent. Et je pense que quand on sait ce qu'on attend de son entourage, même de son compagnon, dans ces parcours-là, le plus simple, c'est de demander. Donc c'est demander, c'est ça. En fait, ça, c'est ce que vous conseillez aux personnes qui sont dans ces parcours-là et qui pourraient peut-être dire à leurs proches. Et si jamais il y a des proches qui nous écoutent, c'est quoi les conseils? Parce que ça peut être, ils peuvent être juste mal à l'aise, ils peuvent juste pas savoir quoi dire, en fait. Mais ils le sont, et puis il y a de quoi ne pas... C'est assez embêtant de pas savoir quoi faire pour les autres. Et quand on voit ses amis ou ses enfants souffrir dans ces parcours-là, c'est absolument pas évident. Mais je leur dirais la même chose, je leur dirais, mais demandez juste ce que vous pouvez faire pour eux. Ouais. Et parfois, poser la question. Ouais. Est-ce que ça te ferait plaisir que je passe te voir? Est-ce que tu as besoin que viens, on va manger une pizza? Est-ce que une copine qui dit mais viens, on se fait un week-end que toutes les deux? Je pense que l'amitié, les moments où les amis sont présents dans ces parcours-là, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ouais. Donc l'entourage, c'est vraiment un super accompagnement. Et c'est quand même un moment, on a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est un moment aussi où parfois aussi on voit les gens faire famille sans nous. Notamment parfois au sein de nos propres familles ou nos amis avancer, construire leur propre famille. Comment on fait pour pas se sentir abandonné dans ce moment-là? Je ne sais pas si on peut pas ne pas se sentir. Je pense qu'effectivement, c'est assez douloureux de voir tout le monde organiser ses vacances et passer un peu inaperçu à côté ou se sentir très seul quand personne ne pense à vous à ce moment-là de vous téléphoner. Je pense qu'il faut s'autoriser à sonner à la porte, quoi. Ouais. De pouvoir se dire « Eh oh les copains, je ne comprends pas, là, vous voulez pas, même si vous louez une maison de vacances avec tous vos enfants... demandez-moi avant si ça me plairait de venir au lieu de penser que ça me plairait pas de venir parce que j'ai pas d'enfant. Ouais. Peut-être. On peut s'imposer, on va s'inviter aux vacances de nos copains.
quand on s'y met tard et que ça marche pas, peut y avoir ce sentiment de culpabilité, se dire mais pourquoi je m'y suis pas mise plus tôt, quoi. Comment on le digère, comment on arrive à avancer malgré ce sentiment qu'en fait ce serait de notre faute, ce qui est très lourd à porter en fait. Peut-être parce qu'on ne sait pas qui accuser d'autres. Je pense que dans ces moments-là, il n'y a que soi qui est la fautive et la responsable, alors que pas. Parfois, c'est la rencontre qu'on a faite avec quelqu'un qui nous a tellement fait attendre, tellement fait patienter. Oui, un jour, je te promets, là, je ne suis pas encore prêt, mais bientôt. Et puis finalement, il part. Donc ça, on l'entend quand même beaucoup dans les parcours de relations amoureuses des femmes. Donc ça, c'est assez violent. Parfois, on nous a promis des postes et on s'est dit, mince, là, j'ai vraiment envie de faire cette carrière-là. Je ne peux pas m'autoriser à faire mon projet maintenant. En fait, il y a plein de situations dans la vie qu'on rencontre qui nous ont conduit, qui ont conduit ces femmes-là, finalement, à retarder cette parentalité-là, alors que le désir était là. C'est pour ça que dans votre question aussi, est-ce que c'est une avancée de congeler ces ovocytes ? Parfois, moi, je me suis fait la réflexion de est-ce que la société, elle pourrait pas plutôt accompagner les femmes à faire leurs enfants à n'importe quel moment où elles le désirent ? Ouais, mais c'est une vraie question. Et que quand les GAFA disent on offre la congélation à toutes les femmes de la boîte, et que tout le monde se dit ah ouais, super, moi je me suis dit mais on peut pas juste dire on offre la possibilité de congeler leur poste et elles peuvent partir 1 an et faire leur bébé, elles retrouveront leur poste et leur salaire, elles auront même une promotion. Pourquoi ça s'est pas passé dans ce sens-là ? Pourquoi on met pas des crèches dans tous les bureaux ? Pourquoi on fait pas des congés parentaux plus rémunérés ? Mais pourquoi on s'en empare pas de l'autre côté ? Est-ce que vraiment c'était un choix féministe, un choix altruiste que de congeler des ovocytes où il n'y a aucune garantie, où c'est une injonction de plus, enfin voilà, bref, je vais pas faire le procès de ça parce que je pense que ce n'est absolument pas que ça, mais j'aurais aimé qu'on prenne aussi le sujet. Ouais, aussi. Et en fait, je crois qu'une société vraiment féministe, c'est une société où il y aurait les deux. Ce serait en fait où on puisse à la fois congeler les ovocytes, mais aussi congeler le poste et la promotion, par exemple. Et qu'en fait, on laisse vraiment aux femmes le choix, parce que finalement, c'est quand même leur corps, c'est quand même leur vie dont il est question. On leur laisse le choix, autant que possible, de ce moment où elles veulent peut-être devenir mères et où elles vont peut-être le faire. Oui, et puis arriver dans un monde où les rencontres amoureuses vont commencer par est-ce que tu as congelé tes ovocytes, je trouve ça quand même assez triste. Et que de la même façon qu'on puisse garantir aux femmes la possibilité de ne pas perdre leur job, de ne pas être virées, de pouvoir passer des entretiens d'embauche enceintes, on pourrait dire aussi aux hommes, il y a un moment où non, toutes les femmes ne vont pas faire leur enfant après 40 ans parce qu'elles ont congelé. Peut-être qu'elles ont aussi envie de faire leur enfant à un âge où c'est très chouette de les faire. Mais j'aimerais qu'on s'adresse aux hommes 30 secondes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire aux hommes qu'ils n'aient pas peur de s'engager eux aussi, c'est très chouette d'être soyez père jeune. On va leur dire ça, ouais. Mais oui, en fait, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Parce que vous parlez de cet exemple et que je vois autour de moi, des partenaires masculins qui repoussent, qui essayent de faire patienter et qui parfois finalement s'en vont. Mais comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre cette temporalité qui est celle des femmes, cette réalité-là, en fait ? Bon, je pense que ça existait depuis longtemps, que les hommes avaient beaucoup moins de craintes de fertilité et autres, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi leur dire que c'est à eux de pouvoir s'engager, mais ils sont aussi pris au piège avec tous ces réseaux-là, de se dire est-ce qu'il n'y en a pas une qui serait pas mieux, mais les femmes aussi, elles se disent ça, est-ce que je m'engage avec lui, est-ce que j'attends un peu de trouver un autre ? On a été un peu piégés aussi par ces, en fait, ces nouvelles formes de rencontres. Oui, là, on appelle ça parfois le FOBO, le fear, la peur, le fear of a better option, la peur d'une meilleure option. Et en effet, dans la rencontre amoureuse, c'est certain, on met plus de temps à s'engager, on met plus de temps à avancer avec un partenaire, et quel plus grand engagement que de faire un enfant en réalité. Donc c'est pas si surprenant que ça arrive plus tard, mais le fait que ça arrive plus tard, ça va aussi avec le fait qu'on fasse, maintenant les femmes peuvent faire des études, peuvent travailler, c'est aussi tous ces éléments qui poussent. Mais elles le veulent. Et elles le veulent, bien sûr. Elles ont hyper envie. Donc ça va dans le sens de l'évolution de la société, et malheureusement tout est décalé, mais pas encore la fenêtre de fertilité des femmes. Donc c'est à ça que répond la congélation d'ovocytes, et c'est en ça que c'est une bonne chose si les femmes sont vraiment libres de choisir d'y avoir recours sans injonction, sans pression, si c'est leur choix personnel. Exactement. Et quand on a fait ces parcours-là, quand on a vraiment voulu un enfant et qu'on n'en a pas à la fin, comment et est-ce qu'on peut faire le deuil de l'enfant que l'on n'aura pas ?
Alors déjà, c'est super de pouvoir donner une petite place à ces hommes et ces femmes qui entreprennent ces longs et douloureux parcours et qui n'y arrivent pas. On en parle très peu, de ce deuil de la parentalité. Il existe, et si on connaît et si on s'intéresse aux statistiques de la PMA, on échoue plus dans les parcours de PMA que l'on y arrive. Tout le monde ne rentre pas avec un bébé dans les bras, et c'est effectivement quelque chose que on accepte très très douloureusement. Je suis même pas sûre qu'on l'accepte. Je sais pas si on en fait son deuil. Je pense que là aussi, il faut pas mettre des injonctions. Vous devez faire le deuil, vous devez passer à autre chose. Je pense que la vraie façon de vivre au mieux cette non-réalisation de ce désir-là, c'est de continuer à vivre et à vivre le mieux possible et de trouver en soi, dans son couple, dans sa vie personnelle, les ressources de bonheur, le réconfort. Il y avait une philosophe qui a fait tout un... Marie Robert qui a parlé du réconfort, et je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce qui va pouvoir être réconfortant dans ce moment de douleur ? Et il y en a des... Moi, j'avais effectivement appelé ça des chemins de traverse, mais je ne sais pas trop trouver un autre terme que de dire c'est pas parce qu'on n'a pas pris le chemin qu'on s'était donné que le chemin qu'on va prendre après n'est pas le bon. Donc on peut être heureux quand même. Je l'espère vraiment. Et vous le voyez ? Ouais, des gens qui arrivent. Je le vois, je vois que ça prend du temps, je vois que c'est douloureux, mais ils sombrent pas dans des dépressions. Le couple ne se sépare absolument pas forcément parce qu'ils n'ont pas réussi. Mais effectivement, moi je les vois à un moment où ils vont pas bien. Mais non, puisque c'est quelque chose qu'on doit dire quand même. Vous voyez beaucoup de gens plutôt quand ça va pas. Ouais. Moi, il faudrait que j'invente une autre forme de thérapie. La thérapie des gens qui vont bien. Mais effectivement, moi, la thérapie des gens heureux. J'ai une approche de ces questions-là sous un angle où c'est les femmes, qu'elles soient seules ou qu'elles soient en couple, ou les couples qui viennent me voir dans des moments de grande difficulté, de grande vulnérabilité. Mais il y en a d'autres qui vivent peut-être ces parcours avec peut-être plus de facilité. Aujourd'hui encore, une femme sans enfant peut être insuffisamment considérée, et c'est quelque chose qu'Elisabeth Badinter décrit très justement dans son livre Conflit, qui a quelques années maintenant, mais qui est encore très actuel. Elle dit, et je trouve ça très juste, on demande souvent à une femme, mais aussi à un homme finalement, qui n'a pas d'enfant. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, on demande pourquoi vous n'avez pas d'enfant, alors qu'on pose jamais la question à ceux qui ont des enfants. Et est-ce que finalement, dans notre société, on met pas encore une place trop centrale on ne donne pas encore une place trop centrale à la maternité dans l'épanouissement et dans le bonheur des femmes ? Si, sans doute qu'on a l'impression qu'être accompli à 100% dans la vie, c'est d'être une femme, d'avoir un travail, d'avoir un conjoint et en plus d'avoir des enfants, et souvent pas qu'un. Donc oui, ça reste une place très présente, mais bon, c'est regrettable. Mais je pense que tout le monde essaye d'œuvrer pas à pas pour penser que une vie réussie, c'est pas forcément une vie avec des enfants. Mais le problème, je pense qu'il est pas là. C'est pas une question avoir ou pas des enfants. C'est être malheureux de pas réussir à en avoir ou d'être heureux de pas en avoir. C'est en fait d'être libre, d'avoir la vie qu'on souhaite mener. Ouais. Et pour arriver à cette liberté-là, il y a du chemin. C'est un travail je pense on essaye chacun aussi de se libérer nous-mêmes, à la fois des petites voix extérieures qui nous entravent, mais aussi de cette voix intérieure qui parfois nous bloque. Et vraiment, si on devait vraiment aller regarder qu'est-ce qui fait du bien en fait, qu'est-ce qui dans ces personnes qui vous confient leurs douleurs, leurs angoisses, dans ces parcours-là, qu'est-ce qui les soulage ? Non, en vrai, ce qui les soulage, c'est quand les parcours sont terminés et qu'elles ont soit réussi, soit arrêté de le faire. Parce que parfois, il y a un vrai soulagement de se dire « J'arrête et je ne vois plus les médecins et je sors de ce parcours PMA et je fais autre chose que d'être une femme en parcours PMA. » Parce que c'est tellement chronophage. Donc on voit quand même une vraie liberté à avoir coupé le cordon du service de PMA et de vivre autre chose. Donc ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien quand elles ont réussi. Et ça leur fait du bien quand d'autres choses fonctionnent autour. Et souvent, je leur dis ça, n'oubliez pas tout ce qu'il y a autour. Soyez épanouis au travail, vivez votre relation amoureuse, sortez avec vos copines, d'essayer que ce ne soit pas tellement chronophage qu'il n'y ait plus que ça en fait dans leur vie. On n'est pas que ça en fait, on n'est pas. Et comme quand on est mère, vous ne croyez pas de pouvoir dire aux mères, mais arrêtez, vous n'êtes pas que
une femme qui pousse une poussette ou qui va chercher ses enfants à l'école ou qui vérifie s'il est bien inscrit à Parcoursup. Vous êtes autre chose que ça aussi. Mais comme dans le couple, en fait, je pense qu'une femme n'a pas à être cloisonnée à une de ces fonctions uniques de la parentalité, c'est sûr. Enfin, c'est pour être épanouie. Donc, à l'inverse. Ouais. Et j'aurais voulu vous lire aussi une autre phrase de ce livre dont on a parlé, Pourquoi viens-tu si tard, de la psychiatre Muriel Flistrève. Elle dit « Donner la vie demeure l'acte philosophique par excellence. Il fixe non seulement les désirs et les traumatismes, mais aussi les renoncements et les représentations. Il dit l'essentiel d'une époque et d'une société. » Alors j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que selon vous, la congélation d'ovocytes dit de notre société ? Je pense qu'elle dit un peu ce qu'on s'est dit pendant tout notre entretien. Elle dit que les avancées médicales, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance de pouvoir faire de mieux en mieux, d'offrir aux êtres humains de plus en plus de choix et de techniques, mais qu'à l'inverse, il faut qu'on soit tous vigilants, comme on pourrait peut-être parler d'éthique médicale, de questionnons ce qu'on fait, questionnons ce qu'on offre à notre société, ayons la lucidité et ne pas vivre dans une illusion que ce n'est qu'un cadeau et que ce n'est que des avancées bénéfiques, qu'elles ont aussi un peu ce qu'on pourrait dire le revers de la médaille, et d'essayer toujours, moi je pense toujours que dans les équipes, on doit toujours se questionner. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on le fait ? Quels effets ça va avoir ? Quelles conséquences le fait que ça ne marche pas ce qu'on propose vont avoir pour les patients dans leur corps et dans leur psychisme ? Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, Rachel Trèves. Pour terminer, c'est les questions de la fin. Il y en a 3. Je me prépare. Mettre les œufs au frigo, révolution ou effet de mode ? Révolution, mais il ne faut pas tomber dans le piège de le faire pour n'importe quoi. De savoir pourquoi on le fait. Pour celles qui nous écoutent et qui se poseraient la question de mettre leurs œufs au frigo ou non, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais de réfléchir au pourquoi de cette action. Pourquoi je le fais ? Est-ce que c'est le moment ? Pour qui je le fais ? Est-ce que je fais bien de le faire ? Et de faire attention de ne pas tomber dans l'illusion qu'une fois que c'est fait, c'est garanti. Mais... Et on va vous demander, pour terminer cet épisode, de choisir une chanson qui résonnait avec tout ce qu'on s'est dit. Laquelle vous avez choisie ? Peut-être que c'est mon fort intérieur qui parle, mais peut-être que je choisirais la chanson Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, parce que peut-être qu'on doute tous de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et je me dis aussi que c'est important de douter, pour pas faire sans réfléchir. C'est une chanson magnifique. On l'écoute, merci beaucoup. Merci à vous. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de... Traverser un parcours de PMA ou faire congeler ses ovocytes, ça peut s'accompagner de différentes émotions, de doutes aussi, parfois aussi d'une forme de deuil. Et si on parle de plus en plus de ces nouvelles techniques médicales, peut-être qu'on parle encore trop peu des émotions qui les entourent et de l'impact que ça pourrait avoir sur notre santé mentale. Si cet épisode vous a touché, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous pensez qu'il pourrait faire du bien à des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur envoyer.
Et si vous voulez nous aider à faire vivre ce podcast, mettez 5 étoiles, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et de toucher celles et ceux auxquels il pourrait faire du bien. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Les œufs au frigo ou pas.